Attention, cette vidéo contient des spoils majeurs ainsi que quelques erreurs et une folle dingue mal réveillée, et en manque de sucre et de manga depuis 3 jours. Salut à tous, c'est Miss Geek. Bon, alors avant toute chose, je tiens à m'excuser de l'immense retard que j'ai pris. Effectivement, je vous avais prévu que ma dernière vidéo allait sortir fin février, du coup elle est sortie fin mars. Et encore fin mars parce qu'elle n'était pas prévue. Ce test sur Senseiya était totalement improvisé, ça se voit notamment avec le cadrage tout pourri, sinon ça aurait été mieux. Mais n'empêche que cette vidéo est plutôt bien tombée, puisqu'il va me permettre de rebondir sur un sujet plutôt récent. Vous savez peut-être qu'il y a environ 1 mois et demi maintenant, est sorti un film Senseiya au cinéma, appelé Senseiya Legend of Sanctuary, qui est sorti en France sous le nom des Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire. Je vais me taire sur le fait qu'ils ont encore changé le nom Senseiya pour les Chevaliers du Zodiaque alors qu'ils avaient arrêté de faire ça sur Hades, mais c'est pas grave. Et donc, après avoir vu ce film, je me suis dit qu'il serait peut-être pas mal de vous en parler. Avant toute chose, je vais rappeler ce que c'est un petit peu que Senseiya pour ceux qui ne voient pas. Enfin, Senseiya, plus précisément, l'arc du sanctuaire, soit la première saison. Comme je viens de vous le dire, l'arc du sanctuaire, c'est la première saison qui a été divisée en 2 parties. La partie du tournoi galactique, je vais l'appeler comme ça parce que je vois pas comment l'appeler autrement, et celle des 12 maisons du Zodiaque. C'est sur celle des 12 maisons du Zodiaque que se base ce film. Pour rappel, dans cette partie, Seiya et ses amis les Chevaliers de Bronze doivent traverser les 12 temples du Zodiaque gardés par les Chevaliers d'Or pour pouvoir sauver Athéna qui s'est pris une flèche d'or en plein cœur qui s'enfonce petit à petit dépendant des heures. Elle les attend au pied du sanctuaire, pendant qu'eux doivent gravir tous les étages jusqu'au grand Pop, celui qui est tout en haut, qui est le seul qui a le pouvoir de retirer cette flèche. Ça se passe pas toujours comme prévu et de nombreux décès sont à déplorer, mais tout est bien qui finit bien, qui dirait l'autre. Donc c'est sur ça que se base le film. Ce film, c'était... Je sais pas vraiment comment le qualifier. Bien. Ouais, peut-être bien, voilà. C'est pas extraordinaire ni quoi que ce soit d'autre, mais c'était bien. Et pour appuyer mon propos, je vous propose de voir les points positifs. Déjà, en point positif, nous avons le fait que les graphismes et les effets soient superbes. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus, vous avez qu'à regarder ne serait-ce qu'un trailer. Ça devrait vous suffire normalement. Pareil pour le design des personnages, juste regarder les trailers ou même une simple photo, comme ça, par exemple, Aldébaran du Taureau. Voilà, vous voyez un petit peu près le style graphique et puis le niveau de topissime qui a été installé dans ce film. Ensuite, on a les combats qui sont magnifiques, mais ça, il faut vraiment avoir vu le film parce que je sais plus si dans les trailers il se passe, mais ce sont des points positifs qui s'expliquent tout seuls. Pareil pour le fait que la musique, elle soit énorme. Il faut voir le film pour comprendre. Ensuite, pour le scénario, là, faut bien regarder le film en entier et surtout accepter les quelques petits changements qui sont faits. Personnellement, j'ai trouvé que ça amenait plein de possibilités intéressantes. Ça fait rater beaucoup aussi, mais on peut pas tout avoir en même temps. C'est un peu le problème.
Ensuite, le fait que l'humour soit plus adapté pour les enfants de cette génération. C'est certain que pour les vieux geeks nostalgiques, ça a dû faire quelque chose d'extrêmement étrange de voir Seiya balancer des pics comme ça, ou Shiryu se faire complètement troller dans une scène. C'est étrange, mais ça a dû leur faire bizarre. Mais pour nous, c'était génial en fait. Et pour finir, comme petit point positif, on a les clins d'œil aux vieux fans tout de même. Il en reste. Par exemple, pour le combat final, les yeux de Saga sont de la même couleur que dans l'animé. Au début, on voit l'arrivée d'Aiolia au sanctuaire. Il y a des Smask et Shiryu qui se battent sans armure. Et puis ça peut continuer comme ça longtemps. Et le combat contre Shiryu et Shura qui a été enlevé, c'est le seul problème. Et le combat contre Yoga et Camus qui est tout de même présent. C'est de beaux petits clins d'œil. Ensuite, mes 2-3 petits points négatifs, c'est avant tout le fait que les Gold Saint, donc les chevaliers d'or pour les profanes, ne servent à rien. C'est incroyable à quel point est-ce que j'ai été déçue de voir qu'ils ne servaient pas à grand chose. Concrètement, pour tout vous dire, les chevaliers d'or, on ne les voit que dans leurs maisons respectives. Et après, pour le combat final, on les voit pas. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oui, mais dans l'animé, ça fait pas pareil. Désolé, c'est pas une raison. Hein. Si tu les as fait venir, c'est pas pour qu'ils fassent 2 secondes à l'écran. Hein. Je reviendrai sur ça pour le cas d'Aphrodite, parce que j'ai été extrêmement déçue pour lui aussi, et j'ai pris pas mal en pitié. Ensuite, il y a le fait que le combat final soit décevant. Et ça va avec les chevaliers d'or qui ne servent à rien. Hein. Le combat final, c'était un espèce d'énorme ramassis de n'importe quoi, qui dénature complètement le vrai combat final de l'animé. Dans le combat final de l'animé, normalement, d'abord, Seiya essaye de battre Saga, il n'y arrive pas. Iki essaye, il n'y arrive pas non plus. Et Seiya va y arriver la 3e fois grâce au Cosmos réuni de tous ses amis. Là, le Cosmos réuni de tous ses amis, il l'a. Mais c'est pas avec ça qu'il arrive à vaincre Saga. Je sais pas. Ensuite, il y a le fait que la fin est vide de sens. Mais quand je dis la fin, c'est vraiment la toute fin, quand le combat est fini. Je vous avoue que j'ai pas compris ce qui se passait, mais ça, c'est pas bien grave. Et ensuite, le principal problème de ce film, la durée. Ce film est court. Beaucoup, beaucoup trop court. Hein. Pour vous donner un indice, il fait 1h32. Je crois que la série abrégée de Seth Alchemist était plus longue. C'est pour vous donner une idée, hein. Et la série abrégée de Seth Alchemist faisait exprès d'être stupide. Là, ils ont cherché. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose que je ne savais pas où est-ce que je devais y ranger, si c'était en point positif ou en point négatif, du coup j'ai mis à part. J'ai appelé ça les 13 différences, parce que ce sont les 13 différences avec l'animé. Donc la première différence, ce serait le fait que Shura et Saga se battent ensemble contre Aioros et que Saga soit obligé de se sacrifier. Je mets sacrifier entre guillemets parce qu'en fait c'est pas vrai. Mais c'était pas la peine de faire ça. Enfin, après dans le film on voit que c'était voulu parce que fallait que Saga fasse croire aux autres membres du sanctuaire qu'il était mort pour pouvoir être le grand pop tranquillement, pour pas qu'il se pose de questions. Mais c'était pas obligé de transformer l'histoire comme ça. Ensuite, on a le fait que Mitsumasa trouve Aioros et Athéna dans l'Himalaya. Ça devait être voulu scénaristiquement parlant, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Ensuite, il y a l'horloge du sanctuaire qui a disparu. Enfin, qui a disparu. Non, elle apparaît une seule fois dans le film. Elle apparaît dans l'Himalaya, en même temps qu'Aioros. Alors, qu'est-ce qu'elle fout là? J'en sais rien du tout. Mais au point où on en est à ce moment-là du film, c'est pas grave. Ensuite, il y a les Pandora Box, qui sont des pendentifs pour les bronzes et des espèces de plaques je sais pas, des plaques en marbre peut-être pour les ors. Les Pandora Box en collier, ça rappelle un petit peu Senseiya Omega, mais là, ça a au moins le mérite d'être classe. Hein. Faut pas se mentir. Et c'est certain que c'est plus facile à transporter que les espèces d'énormes caissons. Pour les plaques pour ceux en or, par contre, on n'y voit que pour Deathmask à un moment et Aioros, surtout que ça se voit bien. Et ça, par contre, l'utilité, j'ai pas compris, vu que fondamentalement, ils les posent pas leurs armures, donc voilà. Alors, ensuite, niveau du sanctuaire, quelque chose qui m'avait beaucoup fait rire, c'est la transformation du visuel du sanctuaire. Le sanctuaire, normalement, on est tous d'accord, c'est un lieu grec avec les temples qui vont bien et tout.
Là, on dirait la cité d'Asgard dans le film Thor de Marvel. Et regardez, je vous mets les deux images à côté. Vous voyez une différence? Moi, j'en ai pas trop vu, mais bon. Ensuite, on va aller très loin dans le film et on va aller directement à la maison du cancer. Bah oui, je sais, je vous emmerde que j'ai raté la moitié du film. Hein. Et donc, dans la maison du cancer, on découvre que Yoga affronte Deathmask pour finalement atterrir chez Camus. Oui. Je me souvenais pas de ça dans l'animé. Non. Mais ça c'est juste une petite différence comme ça. Mais normalement, c'est vrai que Yoga devrait atterrir dans la maison de la balance et après s'être battu contre le double des Gémeaux. Ça, au point, on en est, c'est plus grave non plus. Ensuite, à la maison du lion, c'est Shaka qui intervient pour combattre Aeolia et qui le réveille du sort du grand pop. Ça aussi, mais c'est parce que Shaka n'a pas de scène dans le film, sinon, donc, on va le laisser faire, le pauvre. Ensuite, petit truc que j'ai trouvé assez étrange, c'est le fait que Shiryu meurt contre Deathmask. Non, il meurt, hein. Bon, alors, certains fans vont me dire, oui, mais dans l'animé aussi, il meurt parce qu'il termine au puits de l'enfer et tout. Bah ouais, sauf que quand il termine au puits de l'enfer, il se réveille après Shiryu. Là, il se réveille pas. Donc, il est décédé chez moi. Ensuite, on a le fait que les bronzes affrontent Shura et Milo, les deux ensemble, dans le temple du Sagittaire. Et là, je vous précise que je n'ai raté aucun tome, aucun temple. On passe directement du temple du lion à celui du Sagittaire. Hein. On n'est pas passé par le Scorpion parce qu'on s'en fout. Ensuite, on a le fait que Ikki arrive, affronte Shura parce qu'il est beau, il est musculeux et qu'il perd comme une grosse merde. Enfin, désolé, j'ai pas d'autres mots. Hein. Ikki qui perd contre Shura, c'est nul. Ensuite, c'est Milo qui trouve le message d'Aioros. Hein, le message qu'Aioros a laissé sous un tas de pierres, qui est écrit en extraterrestre d'ailleurs. Mais ça non plus, c'est pas grave. En extraterrestre, mon dieu. J'étais persuadée que... Il faut que je me calme, ils sont mes médicaments. Ah. Et voilà, mon médicament. Pardon. Oui, donc c'est Milo qui trouve le message en mettant un point dans le mur. Il y a plus classe comme forme, hein, mais au moins. Ensuite, on a le fait que Saga était méchant au naturel et qu'il meurt enterré sous des cailloux. Des cailloux. Ils se sont foutus de ma gueule quand ils ont fait ce film ou non, parce que je vous dis un petit peu, Saga, ça devait être un de mes personnages préférés dans la série normale et d'ailleurs ça l'est toujours. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, parce que autant de Deathmask, il pourrait faire ce qu'il veut, j'en ai rien à cirer, mais pas Saga. Non. Sous des pierres, vous vous foutez de ma gueule. Il y avait 36 millions de moyens de le faire mourir de manière plus classe. Mais non, hein, des pierres, voilà. Et ensuite, la dernière petite différence avec l'animé, c'est que Seiya arrive à vaincre Saga en étant en Sagittaire. C'est-à-dire qu'il a l'armure d'Aioros. Oui, alors normalement, ça arrive dans l'arc Poséidon, mais c'est pas grave, hein, où on en est. De toute façon, ce film, c'est un énorme ramassis de n'importe quoi. Hein. Le début du film essaye de plus ou moins suivre la série originale. Et puis au bout d'un moment, je sais pas, peut-être que le mec qui a écrit le scénario, il s'est fait oh fuck the police et il a tout fait n'importe quoi parce que je vois pas comment est-ce qu'il a pu faire d'autre. Et ça se remarque surtout avec les autres petits what the fuck, les 13 autres what the fuck que j'ai trouvé que je ne comprends pas pourquoi qu'ils n'existent pas ou qu'ils existent surtout. Le premier truc que j'ai trouvé aberrant, c'est le fait que le temple des Gémeaux, celui de la Vierge, de la Balance, du Scorpion, du Capricorne et des Poissons n'existe pas. En tout cas, ils passent pas par. Ils sont pas passés par celui du Scorpion, je vous l'ai dit. En fait, ils étaient dans celui du Scorpion. C'est faux, hein. 30 secondes, le temps que Milo arrive et leur fiche un high kick. Voilà. Donc ça, c'était fini rapidement, au moins. Le temple des Gémeaux, il y a aussi une explication rationnelle. Hein. C'est le fait que, sachant que Saga est mort, il n'y a plus de Gémeaux pour le défendre. Ok, ça respecte. Vierge, comme il était occupé, Chaka, c'est pas possible. Balance, parce que Doko est pas là non plus. Scorpion, je viens de vous le dire. Capricorne, il était trop loin. Et Poisson, pareil. On a vu celui du Verseau, hein. 5 minutes. C'est bien. Voilà. Ensuite, ça m'avait fait hurler pour de vrai. Il y a le fait que Deathmask chante une chanson et danse en même temps, qu'il croit en l'égalité, et qu'il se sente désolé pour les têtes qu'il y a sur ses murs. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de lui faire à Deathmask, mais j'aurais pas aimé être à sa place.
Ensuite, je viens de vous le dire, on a le fait que Camus ne sert strictement à rien et meurt en 3 minutes en emmenant Yoga avec lui d'ailleurs, hein, parce qu'ils meurent tous les deux comme dans l'animé. Je sais absolument plus où est-ce que j'en suis à ce niveau-là du film. Pour moi, ça n'a plus aucun sens. La vie est belle, tout comme le fait qu'il y ait de l'eau qui coule sur les murs de la baraque de Camus. Voilà, hein, la logique. Ensuite, il y a le fait que pendant le combat dans l'enfer, en enfer, Deathmask finisse en slip chaussette. Oui, parce qu'on m'avait dit caleçon. Ça, c'est pas un caleçon, ça, c'est un slip. Et en chaussette, alors que Shiryu est toujours en pantalon. Voilà, donc c'est le niveau -2 de la classe, hein, ce qui est assez paradoxal parce que quand tu regardes au-dessus de sa taille, tu remarques qu'il a tout pour être classe, quoi. Il a les tatouages, il a l'œil en moins, là, il est borgne, il a les cheveux, il a tout, hein, il a le regard bien méchant, et puis une fois que tu regardes en dessous de la taille, qu'est-ce que tu fous en slip? Il est où ton pantalon? Tu te mets souvent à poil comme ça quand tu es sous ton armure? Hein? En passant aussi dans la catégorie j'ai une tête bizarre dans ce film, il y a Shaka qui à présent est roux et a un petit tatouage. Petit tatouage que vous ne voyez peut-être pas, c'est ces deux espèces de petites étoiles violettes qui sont au-dessus de son casque et qu'on voit excessivement mal vu qu'il n'enlève pas son casque. C'est pas facile ça. Ensuite on a le fait que Milo c'est une femme. Pardon. Oui, donc je disais, le chevalier des scorpions dans ce film, c'est une femme. Je crois que la question que je me pose, c'est pourquoi, en fait. Mais j'en suis pas encore persuadée. Non, non. Je l'ai dit ça déjà quand j'ai testé Brave Soldiers, il y avait 3 chevaliers qui pouvaient faire une femme, au pire, dans ce film. Il y avait Shaka, parce qu'il a une tête de fille, hein. S'il vous plaît, ne me tuez pas toutes les fans de Shaka, je vous respecte et je le respecte aussi. Il y avait Mou, parce que lui-même dans l'animé, il a une tête de gonzesse, même que c'est Virginie Dieu qui l'a doublé dans ses premiers épisodes, donc on l'a pris pour une gonzesse. Et il y avait surtout Aphrodite des poissons. Mais Aphrodite, ça c'est un cas plus particulier, étant donné que dans ce film, il aurait pu pas être là, que ça aurait été pareil. Justement, j'y viens dans pas longtemps. Ensuite, ce que j'ai pas compris, c'est le fait qu'après sa mort, Yoga réapparaisse dans la maison de Deathmask. Bah oui, écoute. Pourquoi? Moi au début j'ai croyais que c'était le corps de Deathmask, ce qui aurait été logique. Mais en même temps pas logique non plus vu qu'il est en enfer. Donc je me suis embrouillé moi-même. Mais pourquoi est-ce qu'il réapparaît chez Deathmask? Il aurait dû rester chez Camus techniquement, il est mort gelé. Bon, ça c'est pas grave. Ensuite on a le fait que Shura n'ait jamais le temps d'utiliser Excalibur en combat contre les bronzes. Ah mais le pauvre! On l'empêche de l'utiliser sa technique favorite dans un film qui est dédié au Chevalier d'Or. C'est un petit peu la tuon ultime pour le seul chevalier qui n'utilise jamais son attaque. Mais il n'est pas tout seul étant donné qu'Aphrodite a pareil. Mais en plus, une fois, le pire c'était ça. Il a essayé de l'utiliser. Il n'a pas eu le temps de le faire. C'est Iki qui arrive. C'était juste avant qu'il affronte Iki. Il était à 2 doigts de tuer Shun. Et Iki il arrive et puis il l'empêche d'utiliser son attaque. Alors, messieurs les producteurs, pour cette scène, voilà ce que vous auriez pu faire. Vous auriez pu faire Shura qui lance Excalibur et Iki qui arrive pour arrêter l'attaque. Mais arrêtez de faire en sorte qu'il ne la lance pas. Ce que tous les fans de Shura attendent, c'est qu'il la lance cette attaque. Bah, puisque les scénaristes ont l'air d'en avoir rien à faire de notre avis, c'est pas grave. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai trouvé totalement honteux, c'est le fait que Saga se fasse démasquer en 30 secondes. Dans l'animé, ils attendent le dernier épisode pratiquement, je crois que c'est le dernier épisode même, pour être tous informés que le grand pop, c'est pas le grand pop. C'est Doko qui les joint et qui leur dit bah attention, c'est tous fait berner, le grand pop c'est pas lui, en fait c'est Saga, le chevalier des Gémeaux, qui a disparu il y a 13 ans. Oui, parce que dans le film c'est 16 ans, mais dans la série animée c'est 13. Hein. Là non, là c'est Shaka qui arrive avec Ayolia qui est réveillée et qui leur dit le grand pop nous a tous bernés. Il a envoûté Ayolia, ce qu'il disait c'est pas vrai, blabla. Et là, t'as Shura et Milo qui sont scandalisés, qui font mais c'est pas possible, le pop n'a pas le pouvoir de contrôler des gens aussi puissants qu'Ayolia, c'est impossible. Et là, Shaka il sort un truc, limite ça aurait été bah non, c'est normal, c'est Saga des Gémeaux, vous savez, celui qui est mort il y a 16 ans. Comment t'as deviné?
Je sais que dans l'animé, on s'arrachait les cheveux parce qu'on l'avait tous remarqué, mais là, je m'arrache les cheveux parce qu'ils l'ont remarqué trop vite. Pour moi, ils auraient pas dû le savoir avant tout le monde. Ça n'a aucun sens, mais non, hein. De toute façon, je vous dis, à partir des derniers épisodes de l'animé, à mon avis, le mec, il a appuyé les trucs. Hein. Il a dit, allez hop, là, c'est pourri. Et puis, il a tout fait son film au pif. Et nous arrivons maintenant à mon petit problème personnel. Je vous ai dit que Shura n'arrivait jamais à utiliser Excalibur et qu'il n'avait donc pas utilisé son attaque favorite, ni son attaque spéciale, ni rien du tout. Vous savez quoi? Il y a un personnage qui fait encore moins de scènes que lui et que Camus réunis. Et ce pauvre, c'est Aphrodite. J'espère que vous vous rendez compte quand même, je vous fixe un truc. Aioros a plus de temps à l'écran qu'Aphrodite, alors qu'il est décédé. Je savais pas comment le prendre, ça aussi. Je pensais que c'était une blague. Quand on m'a dit, bah tu vas voir, Aphrodite meurt comme une merde, et on dirait que les autres s'en foutent. Ben en fait non. Comme je l'ai expliqué pendant mon test sur Brave Soldiers, ça va se passer comme ça. Aphrodite va aller voir donc Saga, le grand pop, pour lui informer que les bronzes ont trop avancé. Donc il propose de mettre Athéna en lieu sûr. Mais Saga dit ça n'a plus aucune importance, de toute manière Athéna elle est pas là, et il envoie Aphrodite valser avec Another Dimension. Aphrodite va tomber trop haut en sortant de la tour et va donc mourir en s'écrasant sur le sol. Cette scène, elle a duré 15 secondes. Le Chevalier des Poissons n'a fait que 15 secondes dans un film consacré au sanctuaire. Ça non plus, je sais pas comment l'expliquer, mais j'appellerais juste ça un énorme blasphème en plus des Smas qui chantent. Étant donné que certains autres personnages clés qui devaient mourir ne le sont pas. Que je me trompe pas, Shura devait bien décéder. Là, il est vivant et frais comme un gardon à la fin. Non, mais pourquoi en 15 secondes? Déjà, pourquoi est-ce qu'il meurt comme ça sans se battre? Déjà, parce que on n'a vraiment pas le temps de le voir se battre. C'est juste on le voit comme ça une fois. Regardez bien son design. Ah oui, il est beau. Au revoir. Ils auraient dû au moins faire un truc avec, je sais pas. Mais ça aussi, ça vient du fait que leur scénario n'avait plus aucun sens. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient mis trop de trucs incohérents pour suivre l'arc. Du coup, ils se sont dit, bon ben lui, comme on n'a pas le temps de le caler, on va le tuer tout de suite là maintenant. Et du coup, ça donne une mort de merde. Je crois que le pire, c'est la réaction des Gold à côté quand ils regardent. Parce qu'ils entendent Aphrodite tomber quand même. Du coup, ils vont voir dehors. Et ça, c'est un ami qui m'y avait raconté, enfin une amie. Et je dois avouer que j'ai retrouvé exactement ce sentiment quand j'ai regardé le film. Regardez, donc là, il tombe. La tête des Gold, c'est genre, oh mon dieu, il est tombé. Oh non, il va mourir. Et oh, regardez là-bas, une explosion nucléaire. Et vous pourriez être concerné par le sort de votre ami qui va décéder dans pas longtemps en se vidant de son sang. Hein. Apparemment non. Et après ça, on découvre que les Gold vont affronter un golem. S'ils ne sont pas présents dans le combat final, c'est parce qu'ils vont affronter un monstre de pierre créé par Saga. Manifestement, il n'y avait pas assez d'éléments scénaristiques dans les Chevaliers du Zodiac original pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec Saga. Écoutez, si vous vouliez vous débarrasser des Gold, il fallait tous les faire tuer, ou tous les mettre en vie et les rallier avec Athéna. Mais il va falloir vous décider maintenant. Vous suivez l'animé ou vous faites n'importe quoi? Non, parce que là, je suis un peu outrée de voir que mes personnages préférés dans les Chevaliers du Zodiac n'ont servi à rien. Le seul Gold que j'ai retenu de tout ce film pour ses attaques incroyables et ce qu'il avait réussi à faire, c'est effroyable ce que je vais dire, mais c'est Saga. En plus, c'est lui le méchant, c'est lui le sale enfoiré qui a tout programmé depuis le début. Et c'est le seul que j'ai réussi vraiment à retenir et à apprécier parce que son personnage était recherché. Les autres, on s'en fout. Voilà, il n'existe pas. Hein. Alors à propos de Saga, justement, ce qu'il y a de marrant avec lui, c'est qu'il absorbe le cosmos d'Athéna. Pourquoi faire? Non mais j'ai une question, hein, parce que dans la c'est une question, hein, je veux dire, dans la série animée, normalement, ce que Saga cherche par-dessus tout, c'est à récupérer le sceptre d'Athéna. Et avec le bouclier qu'il y a derrière, en combinant les deux, il pourra devenir plus puissant que Zeus, Poséidon et Hadès. Là, pourquoi est-ce qu'il va absorber son cosmos?
parce qu'ils n'ont pas réussi à intégrer l'idée du sceptre, ou alors parce qu'ils se sont rendus compte qu'il avait donné au double d'Athéna que Saga avait créé. Oui, quand il n'y a plus d'éléments scénaristiques à exploiter parce qu'on a fait n'importe quoi, il faut bien en trouver, hein. Et je pense que ce qui se passe avant le combat final le montre bien. Après avoir absorbé le cosmos d'Athéna, Saga se transforme en monstre géant. D'ailleurs, je crois qu'il a une tête de Gémeaux, mais... Pourquoi, maman? Pourquoi? Le combat dans la série, il n'était pas assez épique pour que vous fassiez ça, bordel de merde. Le combat à la fin, ça montre toute l'amitié qu'il y a entre les chevaliers de bronze. Ça montre qu'ils sont tous prêts à tout faire pour leur déesse. Et puis là, il y a juste Seyar qui le défonce avec l'armure du Sagittaire. Que Seyar soit le personnage principal, je veux bien, mais les autres, vous auriez pu les enlever, que ça aurait été pareil. Surtout Ikki. Alors, Ikki, donc, c'est mon personnage préféré dans Senseiya, en fait, Ikki. C'est le mec le plus classe du monde, quoi. Il respire il respire la classe, quoi. C'est même The beau gosse, quoi. Et dans le film, c'est bien s'il apparaît 5 minutes, hein. Et encore, il se bat contre un chevalier d'argent, et ça sert pas à grand chose. Ouh, ça m'a fait très mal, ça, de le voir, quand même, hein. Que tous mes personnages préférés servaient à Cupwick, hein. C'était extrêmement douloureux. Bon, pour conclure sur ce film, ben, je dirais qu'il était génial quand même. Là, vous devez certainement vous demander pourquoi est-ce que je dis ça alors que 30 secondes avant, je l'ai démonté. Et ben, je vais vous expliquer. Parce que, certes, il y a des trucs qui n'ont rien à faire là-dedans, d'autres qui dérangent un petit peu les fans du fait de leur étrangeté. Il y a le fait qu'il soit effroyablement court. C'est 1h32, ça aurait été minimum 2h15 pour faire les 12 maisons correctement. Le fait que des combats les combats ne durent pas assez longtemps pour certains. Il y a le dernier combat qui ressemble à rien, la fin qui te saute à la gueule sans rien te demander, les Gold Saints qui servent pas à grand chose non plus. Et ben malgré ça, c'est le côté fan a repris le dessus. C'était les graphismes, les personnages, retrouver des personnages que j'adorais quand j'étais un peu plus petite, même que je retrouve que de quelques mois plus tôt. J'ai regardé Senseiya il y a pas longtemps et regarder ce film, ça m'a fait me reposer des questions sur la série animée. Du coup, je vais la regarder encore une fois, hein, pour être sûr. Mais le scénario, il y avait des trucs, même il y en a qui avaient rien à faire là-dedans. Des fois, c'était complètement intéressant. Il y avait des trucs qui m'ont fait exploser de rire. Quand j'ai vu Deathmask chanter pour la première fois, j'ai éclaté de rire. J'en pouvais plus, quoi. J'étais décédée. C'était la fin pour mon âme. Les combats, pour si peu qui durent, sont rythmés. Il y a des musiques géniales. Donc, ce film a autant de points négatifs que de points positifs. Donc, c'est un petit peu difficile de le juger. Et surtout, moi, il y a un seul truc avec ce film que j'ai hâte, c'est la VF. Parce que j'ai pas pu aller le voir au cinéma. Du coup, j'ai regardé sur internet. Et comme d'habitude, en VostFR, ça respecte. Mais j'ai tellement hâte de voir la VF que ça devient scandaleux, quoi. Personne sait où la trouver sur internet. Non, pour vraiment finir cette vidéo, je vais vous parler des deux petits trucs qui trottent dans ma tête, qui m'ont fait me poser des questions après avoir visionné le film, et qui m'ont rendu un peu zinzin, quoi. Donc, en premier, ça c'est quelqu'un qui m'avait fait remarquer ça il y a quelques jours. Il y a un papillon bleu qui suit Saga pendant quasiment toutes les scènes où on le voit. Ma théorie, c'est l'Amdaioros. C'est soit ça, soit c'est la vie de Saga. J'en sais rien du tout. La vie est écrit comme ça, hein, parce que je précise, c'est que je parle mal des fois. Je pense. C'est soit l'un soit l'autre, mais j'avoue que la théorie de l'Amdaioros me plaît un petit peu plus. Ensuite, il y a le fait que Sion et Doko soient absents pendant tout le film. Pour ceux qui n'ont vu que le sang, qui n'ont pas vraiment vu, Doko c'est le chevalier de la balance, et Sion c'est celui qui s'est fait tuer par Saga. Donc c'était l'ancien grand pop, et le maître de Mou, accessoirement. Bon, pour Doko, encore je vois, parce que dans l'arc du sanctuaire, c'était encore un petit truc tout fripé, croisement entre un Yoda et puis un raisin quoi.
Elle était pas mal cette comparaison quand je l'ai trouvée. C'est pas de moi, mais je l'ai vu, j'étais pété de rire. Donc c'est vrai que ça aurait pas été très utile de le faire apparaître comme ça, mais ils auraient au moins pu le faire réapparaître dans la maison de la balance, même en tant qu'adversaire ou comme mouche, en tant que passeur, d'ami, d'allié, quoi. Parce que, quitte à faire n'importe quoi, autant faire un n'importe quoi cohérent avec la série, hein. Je sais pas, pour faire un n'importe quoi comme ça aurait marché. Ça aurait été un clin d'œil aux fans en rappelant l'arc Hades où on voit Doko reprendre son armure. Sans casque, hein, j'espère, parce qu'il a quand même l'air vachement con avec le casque de la balance, mais... Et pour Sion, par contre, j'ai été plus déçue que pour Doko. Je dois vous avouer que Sion, j'espérais le voir dans un flashback de Saga. Ou même au début du film, hein, ça aurait marché. Hein. J'aurais aimé le voir quand il... Non, dans le flashback de Saga, c'est bien, quand Saga explique son plan, dit qu'il aurait expliqué si j'ai fait tout ça, c'est parce que le vieux ne m'a pas choisi, a choisi Aioros à ma place, du coup j'ai essayé de tuer Athéna pour ça. Donc ça aurait été bien qu'on voit Sion expliquer qu'il choisit Aioros, et Saga le tuer, pour rester cohérent avec l'animé. Mais comme la cohérence était totalement absente dans la dernière partie du film, je ne me demande plus pourquoi est-ce que c'est pas fait. Ensuite, ça, je devais être complètement shooté quand je me suis posé cette question. La maison des Gémeaux, pourquoi pas la faire avec Canon? Et oui, je sais, ça n'a strictement aucun sens parce que Canon apparaît dans l'arc Poséidon en tant que Marinas. Mais si Saga était méchant au début, ça veut dire qu'il n'a jamais enfermé Canon à Sounion vu qu'il était d'accord avec lui. Donc ça veut dire que les deux auraient pu exécuter le plan de Canon dans la série, soit tuer le grand pop, tuer Athéna et prendre possession du sanctuaire. Ce qui, fondamentalement, s'est passé, sauf que Saga l'a fait tout seul. Peut-être parce qu'il voulait le pouvoir, lui, j'en sais rien, mais ça aurait été bien, ça aurait aménagé un passage avec la maison des Gémeaux en mettant Canon dedans. Canon décède, ça aurait suivi, et Saga décède aussi. Voilà. Non, mais je dis ça parce que autant ils disent le Gémeaux est censé être mort, sauf qu'il ne peut pas avoir de maison du sanctuaire qui ne soit pas protégée par un chevalier. Il faut que le chevalier soit obligatoirement décédé. Enfin, même, faut qu'il y ait tout le temps un chevalier. Parce que pour Doko, Doko, il devrait. Doko, s'il y a personne dans sa maison à part lui, bah c'est parce que lui, il est toujours vivant. Même si lui, il est pas dans sa maison, c'est obligé. Vous suivez ou. Non? Ouais, mais moi non plus, parce que je me suis perdue toute seule dans ma tête. Ensuite, il y a le fait que Milo, ce soit une femme. Alors ça, ma petite théorie, c'est que c'était une femme pour compenser le nombre de femmes, en fait. C'est parce qu'en femme, il n'y en a qu'une dans la série, enfin dans ce film. C'est Saori / Athéna. Du coup, quand ils se sont vus qu'il n'y avait qu'une seule femme, ils se sont dit que ça ne devait pas faire assez, et ils ont tiré le nom au pif de Milo du Scorpion, et ils l'ont transformé en femme. Bon, pour ça aurait été intéressant de mettre, je sais pas moi, s'ils avaient suivi, ils auraient peut-être pu mettre Marine, histoire de la présenter, ou Shaina, enfin tout le monde s'en fout, de n'importe laquelle. Comme ma dernière petite différence porte à ce sujet, les personnages nous sont jetés à la figure. Si tu es un néophyte et que tu ne connais absolument pas ce que c'est, les personnages, ils vont t'arriver à la gueule, t'auras même pas le temps de te demander qui c'est, que c'est déjà fait. Qui sont là, ils sont partis. Par exemple, pour Aphrodite, je suis sûre que je vais voir quelqu'un qui a jamais regardé les Chevaliers du Zodiaque, je lui montre sa photo et je fais, vous vous souvenez du nom de ce personnage-là? Non. C'est qui? Ils auraient au moins pu faire un petit speech de présentation. Je demande pas de faire ça pour chaque chevalier d'or. Si, putain, c'est ce que je demande. Pour chaque chevalier d'or et pour chaque chevalier de bronze. Comme ça, ça aurait permis ceux qui ne connaissent pas d'apprendre un petit peu à connaître les personnages, de savoir c'est quoi leur histoire et tout. Parce que là, tout ce que t'apprends, c'est... arriver dans la maison du bélier, c'est là que t'apprends que le maître de Shiryu, c'est Doko de la balance. Hein. Sinon, avant, tu le sais pas. Hein. Sauf si tu as regardé la série. Donc là, déjà, tu vas te poser la question fatale. Mais c'est qui la balance? Parce que sachant qu'on ne la verra pas dans le film, ça ne sert à rien. Voilà, donc la prochaine fois, expliquez un petit peu. Mais depuis tout à l'heure, je parle. Dites-moi, c'est quoi votre avis à vous sur ce film? Oui, parce que tout à l'heure, je dis des trucs qui me passent par la tête. Ça se trouve, je dis complètement de la merde. Est-ce que vous, il vous a plu ce film? Ou alors, au contraire, vous l'avez totalement détesté et vous avez envie de tuer les gens qui l'ont fait?
Eh ben, vous pouvez répondre dans les commentaires, hein. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à venir nous retrouver sur Skyrock, je réponds presque tout le temps aux messages qui me sont laissés, sur DeviantArt pour voir aussi, et passer sur Facebook, même si ça je peux pas vous garantir que je répondrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!光